Donc, au fond, on voit à partir de quoi on part, à partir de la fin du 19e siècle, au fond, pour ériger le sport comme une pratique, c'est-à-dire une pratique d'émulation et d'entraînement militaire, mais sur un mode ludique. Et à cette époque, le sport n'est pas encore, pour de Coubertin, un spectacle. Même de Coubertin, dans la première édition des Jeux olympiques modernes en 1896 à Athènes, est un peu gêné par tous ces gens dans les estrades. Enfin bon, ça ne fait que commencer, mais il se demande un petit peu ce qu'ils font là. Ils devraient eux-mêmes aller courir ou je ne sais trop. Donc, c'est vraiment, on peut dire, bon, il y a eu effectivement un peu des progressions. Il y aurait, disons, une étape intermédiaire. C'est qu'en France, des journaux ont compris que pour vendre des exemplaires de leurs feuilles, ils avaient intérêt à créer eux-mêmes des événements sur mesure, faits sur mesure, quant à leur capacité à le couvrir. C'est ainsi que le fameux Tour de France, qu'on connaît si bien aujourd'hui, a été créé de toutes pièces par l'ancêtre du journal L'Équipe, qui s'appelait, je crois, Auto-Vélo à l'époque. Et pourquoi on a procédé ainsi? Tout simplement parce que c'était une façon pour l'Équipe, pour le journal, de vendre des éditions de son imprimé dans toutes les régions de France et de se faire connaître dans toutes les régions de France parce que, bon, évidemment, il était bien en vue parmi les commanditaires de l'événement et, bon, la personne qui, bon, dans le Jura ou en Bretagne ou je ne sais trop quoi, en Gascogne, avait vu ou entendu passer de ces cyclistes qui avaient dévalé quoi chez eux, pouvait le lendemain se procurer l'exemplaire du journal et ainsi se fidéliser quoi, avec les années. Mais on peut quand même dire que le grand moment de l'esthétisation du sport et où le sport s'est mis à être regardé et célébré, c'est à l'occasion des Jeux olympiques de Berlin de 1936, grâce aux bons soins de Leni Riefenstahl, qui était la réalisatrice d'Hitler et du régime nazi. Bon. Leni Riefenstahl, avant de tourner double film sur les Jeux olympiques de 1936 et de le monter elle-même et de le présenter les années suivantes partout en Europe et dans le monde, elle a été la réalisatrice des grands-messes nazis de Nuremberg. Et on a tous vu des images de Leni Riefenstahl dans la mesure où quand on voit un documentaire historique sur le nazisme, nécessairement on nous montre ces images parce que ce sont à peu près les seules que nous avons. Et vous voyez ces images des grandes-messes avec les corps comme ça armés, les parades, bon, je veux dire les discours des dirigeants du parti en contre-plongée. Bon, et donc au fond c'est un problème parce que nos seuls documents au fond audiovisuels du régime sont des documents propagandistes qui sont construits de toutes pièces et qui ont une valeur historique toute relative. Ce qui est intéressant, et j'en viens au sport, là, je ne digresse pas trop. Ce qui est intéressant, c'est de considérer qu'il y a eu deux films de Leni Riefenstahl sur les grands-messes nazies. Celui de 1934, que l'on connaît très bien, qui s'intitule « Triomphe de la volonté », et qui est celui qu'on nous montre le plus souvent, mais il y en a un autre qui est plus une tentative avortée, qui date de l'année précédente, 1933, qui est, moi je l'ai seulement en allemand, « Der Sieg des Glaubens », quoi, ah non, pardon, c'est celui que j'ai cité, c'est le titre allemand, mais bon, je n'ai plus son titre, mais en 1933, Riefenstahl cessait un premier film, mais comme la mise en scène n'est pas au point, comme tout n'est pas rodé, comme c'est la première fois qu'on s'essaie à la chose, ce que l'on voit là, c'est effectivement des mouvements désordonnés, des gens qui sont un petit peu, qui sont pas préparés à être filmés, des jeunes qui sont un petit peu turbulents, ainsi de suite. Et c'est l'année suivante qu'elle va en quelque sorte mettre en scène la chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, l'esthétique qu'elle développe pour filmer les grandes messes nazies sera précisément celle qu'elle utilisera pour filmer le sport après. Et au fond, et cette esthétique-là est encore la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire que Riefenstahl a très clairement jeté les bases de la poétique, de l'image sportive aujourd'hui. Notre art poétique en ce qui concerne l'image sportive aujourd'hui provient de Riefenstahl et moins des Jeux de 36 que des grands-messes du début des années 30. Et au fond, ce qu'elle constate, ce qu'elle réalise, c'est ce à quoi elle en vient dans ce deuxième film, Le Triomphe de la volonté, en 1934, c'est un reportage qui se substitue à la chose.
Donc c'est une des premières fois, au fond, en politique, qu'on a une image qui se suffit à elle-même et qui, au fond, plonge celui qui la regarde dans un état de fascination et même, on pourrait dire, d'hallucination tel que c'est comme si l'image et le film valaient pour l'événement. Donc on ne... Vous savez qu'en art, on parle souvent de ce que l'on fait d'après quelque chose d'autre. Hein? On peint d'après un modèle, on reproduit quelque chose d'après un événement, ainsi de suite. Et le d'après, dans le d'après, il y a après. Il y a une notion de temps. Hein? Et c'est comme si on supprimait cette notion de temps-là pour faire en sorte, au fond, que la représentation se substitue à la chose. Et cela, au fond, c'est en filmant, non pas comme si on y était, mais en faisant comme si, en regardant le film, en regardant le documentaire, on y était, quoi. C'est-à-dire que l'image prend le dessus sur ce à quoi elle renvoie et elle devient un référent, mais un référent sublimé dans le sens où c'est un référent qui a valeur de documentaire en même temps, c'est-à-dire qui vaut pour le réel. Tant qu'on est fasciné par des images dont on comprend qu'elles sont des images, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand on est fasciné par des images que l'on aborde comme si elles avaient valeur de réalité sur un mode hallucinatoire ou sur un mode même délirant. Et donc, c'est toute une esthétique qui se développe sur une rythmique des images, de façon, une nervosité, une façon de couper, une façon d'en imposer, une façon aussi de saturer l'image, de façon à ce que jamais on ne se lasse et que jamais on ne soit en quelque sorte en mesure de revenir à soi par rapport à cette image-là. Donc, c'est une image captivante qui garde son public captif. Cela étant, l'esthétique de Riefenstahl lui permet aisément, je dirais, d'imprégner ces images de suggestions idéologiques sublimées. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on est, en quelque sorte, je ne dirais pas agressé, parce qu'on n'a pas ce sentiment-là, mais happé par son montage, son imaginaire, ses images, son flow, passe, au fond, un certain nombre de propositions idéologiques qui ont toutes les allures du naturel, de la vérité. Et j'ai retenu, à titre d'exemple, 4 plans du film Olympia qui relate les Jeux olympiques de Berlin de 1936. C'est ceux que l'on voit derrière moi. Et donc, ces 4 plans-là, c'est précisément, au fond, des connexions qui se font entre des images tout au long de son film de 4 heures, à savoir que, déjà, d'une part, des extraits des Jeux olympiques de Berlin de 1936 se confondent avec des scènes fictionnelles. Donc, le début de Olympia commence par, effectivement, cette espèce d'athlète grec très stéréotypé qu'on voit en haut à gauche, qui, dans un fondu enchaîné, devient un athlète qui est un comédien, en fait, un athlète de fiction qui montre qu'au fond, le sujet arien du régime découle directement de cette forme pure de l'humanité. Et ce corps-là deviendra, dans l'action, disons, sportive, le corps social, quoi. Et donc, ce qu'on est continuellement en train de voir, c'est une sorte de télescopage entre le fantôme grec dans le corps arien qui, en tant qu'il est actif et sain, incarne au fond une nation. Et même si on nous montre courir des étrangers, des Noirs, des Juifs, enfin tout ce que le régime ne supportait pas, et même si on n'arrive pas à imposer une distribution aussi contrôlée que dans les grands-messes nazies, le socle même, les déterminants même des Jeux olympiques satisfont au régime dans la mesure où c'est toujours en fonction de l'identification nationale, c'est toujours en fonction de l'idée du corps sain, c'est toujours en fonction d'une sorte de concept de pureté, et toujours aussi en fonction au fond, d'une apologie de la guerre qu'on représente les uns et les autres, quoi. Et donc, c'est au fond des termes et un discours tout à fait en phase avec l'idéologie nazie qui est en cause là.
Du point de vue strictement de l'image, ce que j'essaie de montrer maintenant, ce n'est pas qu'aujourd'hui, lorsqu'on assiste à une manifestation sportive, nous sommes tous, au fond, comme ces partisans du Troisième Reich qui hurlent avec les loups dans les termes mêmes du régime, mais c'est de montrer en quoi le sport est une sorte de scène qui permet aisément la récupération idéologique. Et évidemment, les États-Uniens qui vont absolument récupérer l'esthétique de Riefenstahl, et ça, je m'en remets à Bud Greenspan, qui a été l'architecte de la télédiffusion des Jeux olympiques de Los Angeles, qui ont fait date, qui était une sorte d'aboutissement du projet de Riefenstahl, mais en direct. On peut dire qu'en 1984, on est arrivé à faire du Riefenstahl en direct. Bud Greenspan, dans une série de documentaires que je pourrais commenter, là, a toujours expliqué qu'il devait tout ce qu'il connaît de la poétique sportive à Leni Riefenstahl. Et effectivement, il y a eu un documentaire où on montre à un moment donné Jesse Owens, qui est l'espèce de coqueluche des Américains aux Jeux olympiques de 1936, courir dans un montage parallèle avec, comment ça s'appelait, Carl Lewis des années 80, et on les voit courir dans une image coupée en deux, là, et effectivement, c'est le même plan, c'est la même rythmique, c'est au fond, la même dramatisation, la même mise en scène qui est en cause, évidemment en greffant un discours un peu différent, qui est, à mon sens, tout aussi belliqueux, mais qui repose sur une mythologie qui sera moins celle de la race pure que de la liberté d'entreprendre et tout ce qu'on pouvait imaginer à l'époque de Ronald Reagan. Et ainsi de suite. Je vais couper court ici aussi parce que j'en aurais trop à dire. Je ne sais pas si je me prends encore 10 minutes, ça va? Bon, je m'en tiens à 10 minutes. Bon, l'autre point, le dernier point, ce serait l'avant-dernier point, ce serait et là je vais aller vraiment vite, mais de montrer en quoi, une fois que la pratique est passée au fond de la performance sur le terrain à l'image, elle passe dans un troisième temps au stade du bavardage. Au stade du bavardage, au sens où Umberto Eco présente le sport comme une industrie du bavardage. Et il s'intéresse beaucoup, je ne pourrais pas aller très loin en cela, mais il s'intéresse beaucoup à la façon dont la médiatisation sportive ne se contente plus simplement de montrer, mais elle commente, et elle commente le commentaire, et elle commente le commentaire du commentaire. On est dans une réelle mise en abîme de l'activité sportive, tellement qu'il dit qu'au fond, la seule raison pour laquelle on ne fait pas courir des acteurs, c'est qu'il en coûte moins cher de faire courir du vrai monde, quoi. Mais au fond, que l'événement sportif se perd absolument dans au fond, l'esthétique du bavardage et l'industrie du bavardage. Et bien sûr, il dit bien sûr qu'il y a quelque chose de tout à fait sain à lancer une balle ou à lancer des galets dans une rivière ou peu importe, je veux dire, c'est ce qu'il appelle dépenser de l'énergie qui est excédentaire, quoi. Et ça, on a Georges Bataille derrière tout ça, puis on voit très bien ce que ça veut dire. Il n'y a pas lieu d'être contre. Le problème, c'est quand il n'y a pas une personne, il n'y a pas seulement une personne qui lance des galets dans la rivière, mais qu'il y en a deux, et que ça devient une compétition, et là, qu'il y en a qui regardent la compétition, et il y en a qui commentent la compétition, et là, il y en a qui parlent de la façon dont on a commenté la compétition et qui vont ensuite imiter ceux qui parlent de la façon dont on a commenté la compétition. Et pour lui, le comble du malheur, d'un point de vue disons, culturel, c'est de voir ces émissions de télévision où on aura des gens dans un studio qui reproduit, par exemple, un salon ou un bar ou un foyer, quoi. Et là, on imite des gens qui, à la maison, parlent du commentaire qu'on a entendu sur les tribunes libres dans le cadre d'une émission qui faisait suite aux commentaires télévisuel d'un match qui peut être vu par des gens sur place, quoi. Et là, on est dans une telle dégradation que l'événement lui-même, si on s'y intéressait tout d'un coup sans tout cet artifice, deviendrait proprement insignifiant. D'ailleurs, on peut très bien aujourd'hui suivre le sport sans jamais le regarder, simplement en le suivant comme un feuilleton écrit, comme on suivait les feuilletons au 19e siècle.